la plus grande clôture du monde s'étend sur plus de 5000 km, du Queensland à l'Australie méridionale. Si elle était déployée, elle pourrait facilement relier Londres à New York. Et si vous la longiez, il vous faudrait 6 mois pour terminer votre promenade. Elle n'a pas été construite pour protéger la frontière australienne. Ce serait inutile, car il n'y a que l'océan tout autour. Elle n'est pas non plus destinée à protéger un bâtiment important. Son but est de garder certaines espèces animales séparées les unes des autres. C'est à la fin du 19e siècle que les Australiens ont commencé à construire cette clôture. Ils voulaient créer une barrière séparant la partie animée du pays, avec des villes prospères comme Melbourne et Sydney, de l'arrière-pays, aride et sec. Ils ont utilisé des poteaux en bois enfoncés profondément dans le sol, reliés par un treillis métallique d'environ 2 mètres de haut. Certaines parties de la clôture ont même une seconde couche électrifiée. Pour s'assurer que cette clôture remplisse sa fonction, ils ont ajouté des lumières rouges et blanches pour pouvoir bien protéger les lieux, même de nuit. Une équipe de plus de 20 personnes travaille à temps plein pour que tout soit en ordre. Et chaque année, les autorités locales investissent environ 750 000 $ pour entretenir la construction. Pourquoi se donner tant de mal? La principale raison, c'était les dingos. Ces créatures, qui ressemblent à des loups-roux, sont les plus grands mammifères carnivores d'Australie. Et ils se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire. Ils posaient beaucoup de problèmes aux agriculteurs locaux, en particulier dans le sud du Queensland, où ils attaquaient souvent les moutons. Dans l'ensemble, la clôture fonctionne bien, mais elle a ses défauts. Quelques dingos parviennent de temps en temps à se faufiler à travers. Parfois, ce sont des chameaux sauvages qui l'abîment. En effet, l'Australie possède une population de chameaux assez importante. Mais cette solution a eu quelques effets imprévus. On pensait qu'il y aurait tout simplement moins de dingos à l'intérieur des terres protégées. Mais moins de dingos signifie plus de kangourous. Et plus de kangourous, ça signifie plus de concurrence avec les moutons pour la nourriture. Les grands prédateurs ne sont pas les seuls à être touchés. Les petits animaux et la végétation ont également été affectés. Avec toute cette concurrence dans un espace réduit, les habitants ont remarqué une baisse de la diversité dans la flore et la petite faune. Avec le temps, le sol a perdu beaucoup de ses nutriments, ce qui a nui à la croissance des plantes. De plus, la clôture fait obstacle à la migration des espèces et à la dispersion des graines. Même les dunes de sable sont concernées. Moins d'herbe signifie une baisse de leur stabilité. En observant les kangourous des deux côtés de la clôture, les scientifiques ont remarqué que les petits nez à l'intérieur étaient en moyenne plus légers et moins grands. À l'extérieur, les kangourous avaient des pattes et une tête plus développée. Et ce n'est pas parce que leur régime alimentaire était différent. Les kangourous qui partageaient le territoire avec les dingos devaient grossir plus vite pour survivre. En revanche, ceux qui se trouvaient à l'intérieur de la clôture se développaient plus lentement. Ils n'étaient pas soumis à la même pression. Ils devaient se rivaliser avec un grand nombre de créatures. Mais leur taille n'était plus une priorité. Les chercheurs ne savent pas encore si cette différence est une solution rapide ou une adaptation génétique à long terme. Mais pourquoi ne pas tout simplement domestiquer les dingos? Beaucoup pensent qu'ils étaient autrefois des animaux de compagnie en Australie, mais ce n'est pas certain. De nos jours, ils sont plutôt sauvages, comme les loups, les hyènes et les coyotes. La plupart d'entre eux ne vivent pas en meute. Ce sont des chasseurs solitaires, dotés d'instincts aiguisés. Il ne sera donc pas facile de les apprivoiser. Toutefois, il n'est pas encore envisageable de démanteler la clôture. Les Australiens sont tellement stricts sur la question des dingos qu'ils ont même mis en place des lois sanctionnant les personnes qui abîmeraient la clôture. Laisser seulement un portail ouvert peut vous valoir une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 3 mois. Endommager la clôture peut vous coûter 6 mois de liberté. Ce n'est pas la première fois que les Australiens se sont dit qu'une clôture pouvait les aider à résoudre les problèmes liés aux animaux. Avant de devoir s'occuper des dingos, ils ont connu une très grave invasion de lapins. Aussi mignons soient-ils, ces créatures endommagent les terres agricoles. Les habitants ont donc imaginé une clôture en 3 parties. La première s'étendait de Ravensthorpe, dans le sud, à Pardue Station, sur la côte de Pilbara. Elle mesurait plus de 1770 km de long, ce qui en faisait à l'époque la plus longue clôture ininterrompue au monde. Tous ces problèmes de lapins peuvent être attribués à un certain Thomas Austin. En 1859, à son arrivée dans le pays, il s'est dit que ce serait une bonne idée de relâcher quelques lapins dans la nature. Il pensait que cela ajouterait un peu de charme à l'endroit. Mais comme les lapins ne sont pas originaires d'Australie, ils n'avaient pas de prédateurs naturels à l'époque.
ce sont des créatures qui s'adaptent facilement et qui n'ont besoin que d'un peu d'herbe pour se nourrir. Ils se reproduisent également à une vitesse étonnante. Une maman lapin peut avoir 4 portées par an, comptant chacune jusqu'à 5 petits. Très vite, leur nombre a explosé. À la fin des années 1880, les lapins avaient causé tellement de dégâts que les autorités locales ont fait une proposition. Elles offriraient l'équivalent de près de 2 millions de dollars d'aujourd'hui à quiconque trouverait une solution à ce problème aux dents longues. Personne n'a réclamé le prix, mais une commission s'est réunie un peu plus d'une décennie plus tard et a proposé l'idée de la clôture. L'entretien de ces clôtures était compliqué. Des inspecteurs veillaient au grain, chacun d'entre eux étant responsable d'un tronçon d'environ 800 km de long. Des patrouilles surveillaient aussi de plus petites sections, d'abord à vélo, puis à dos de chameau ou en charrette. Ils ont même essayé d'utiliser des voitures à un moment donné, mais elles n'étaient pas adaptées au terrain accidenté et leurs pneus crevaient constamment. Pour ce qui est de son efficacité, eh bien, en 1902, les lapins traînaient déjà du mauvais côté de la clôture. Alors, 4 ans plus tard, on en a installé une autre. Cela a fonctionné pendant un certain temps et les autorités locales n'ont pas pris la peine de venir en aide aux agriculteurs au-delà de cette deuxième clôture en leur accordant des prêts pour la pose de filets à lapins. Ceux qui se trouvaient entre les deux clôtures avaient cependant du mal à faire face aux problèmes des lapins. Très vite, ceux-ci se sont répandus au-delà de la deuxième clôture et il était maintenant clair que cette solution ne fonctionnait pas. Dans certaines régions, des lapins parvenaient même à franchir les clôtures pendant qu'on les construisait. Aujourd'hui encore, la population de lapins donne du fil à retordre aux autorités australiennes. La clôture des dingos est peut-être la plus longue, mais ce n'est pas la plus étrange. La clôture Aquarium, en Turquie, pourrait bien lui ravir la palme. Cette clôture de 50 mètres a été construite pour que la vue sur l'océan de la coûteuse villa qu'elle entoure soit visible depuis chacun de ses niveaux. Aujourd'hui, elle attire de nombreux touristes qui veulent voir la variété de poissons et de pieuvres qu'elle contient. L'installation d'une structure transparente n'a pas été difficile. Le véritable défi consistait à relier l'aquabarrière à la mer Égée au moyen d'une conduite enterrée s'étendant sur 3960 mètres de terrain. L'eau circule ainsi en permanence, ce qui permet à l'aquarium de rester propre et aux poissons d'être heureux. Afin que personne ne vienne endommager la clôture ou y voler des poissons, le propriétaire a également investi dans la sécurité. Il a installé un réseau de 17 caméras équipées d'un système de reconnaissance faciale. Les visiteurs sont libres de regarder et de prendre des photos. Mais si vous vous approchez trop près, vous risquez de déclencher des alarmes. Une autre de ces étranges barrières est la clôture à soutien-gorge de Nouvelle-Zélande. Si vous passez un jour par le district de Central Otago, vous tomberez peut-être sur une clôture ornée de soutien-gorge de toute taille. Son histoire remonte à 1999, lorsque des habitants ont découvert 4 soutiens-gorge, mystérieusement accrochés à la clôture, le long de la route de Cardrona Valley. Surpris, certaines personnes ont commencé à ajouter leur soutien-gorge au décor. Bientôt, les soutiens-gorge ont foisonné, et l'endroit est devenu un lieu très touristique. Sa popularité était telle que, parfois, il y avait des problèmes de circulation dans la région. Vous connaissez sûrement l'expression « À Rome, faites comme les Romains ». Cela signifie qu'à Rome, vous devrez veiller à ce que votre poisson rouge dispose d'un bocal de luxe. Au Nigeria, n'osez pas apporter votre propre brouette. Et en France, on évite d'ajouter autant de mayonnaise que possible dans tous les plats. Et oui, les interdictions à travers le monde peuvent être pour le moins surprenantes. Numéro 1. Vous ne verrez jamais de vieilles poignées de porte à Vancouver, au Canada. Il y a quelque temps, la ville a modifié son code de la construction pour imposer l'utilisation de poignées de porte modernes et élégantes. Ce changement vise à rendre les bâtiments plus accessibles et plus faciles d'usage. Non seulement les nouveaux bâtiments sont concernés, même l'historique hôtel de ville de Vancouver a vu ses élégantes poignées de porte art déco remplacées par des leviers dorés brillants. Mais ne vous inquiétez pas outre mesure, vous pourriez garder vos poignées de porte chez vous aussi longtemps que vous le souhaitez. Aucune brigade de la répression des poignées de porte ne viendra vous les confisquer. Numéro 2. Voici un conseil pour les amateurs du jeu GeoGuessr. Si vous apercevez cette chaise sur une photo, cela signifie qu'elle n'a aucune chance de se trouver à Bâle, en Suisse. On l'appelle une chaise monobloc, et elle est très spéciale. La plupart des objets indiquent leur origine chronologique et géographique, comme la forme des prises électriques ou les étiquettes des bouteilles de shampoing. Mais la chaise monobloc est indépendante de tout contexte.
Certains la considèrent comme l'un des objets les plus parfaitement conçus au monde, tandis que d'autres affirment que son aspect homogène est dérangeant et ce que la mondialisation aura produit de pire. Alors, pourquoi est-elle interdite à Bâle? Les autorités souhaitent simplement que la ville reste élégante, et le design de cette chaise ne leur plaît pas du tout. Si vous souhaitez en avoir une dans votre jardin, libre à vous, mais elles sont interdites dans les espaces publics depuis 2008. Numéro 3. Si vous avez déjà envisagé d'amener une brouette au Nigeria, autant vous prévenir, n'y pensez même pas. Si vous en avez besoin pour une quelconque raison durant votre séjour au Nigeria, achetez-en simplement une sur place à votre arrivée. Les autorités ne laisseront pas passer votre brouette importée à la frontière. Pourquoi? Eh bien, car elles veulent soutenir leur propre industrie et donner une chance aux fabricants locaux de brouettes d'exister. Numéro 4. En Chine, les autorités ont décidé de mettre fin au voyage temporel. Attendez une minute. Ce n'est pas ce que vous pensez. Aucune machine à voyager dans le temps n'a jamais été inventée. Cette interdiction concerne les séries et les films de fiction. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau. La loi a été introduite au début des années 2010. Apparemment, le parti souhaitait préserver une forme d'authenticité et ne pas déformer certains événements historiques. Ils estimaient que de nombreux scénarios étaient un peu trop extravagants, quitte à inventer des mythes, encourager les superstitions et aller à contresens de l'histoire officielle chinoise. Numéro 5. Les dosettes de café. Elles sont devenues très populaires car elles rendent la préparation du café si rapide. Toutefois, Hambourg, en Allemagne, ne semble guère apprécier ces dosettes. Il y a environ 8 ans, la ville a décidé d'interdire les dosettes de café en plastique dans les bureaux des services publics. Ces petites capsules sont fabriquées à partir de divers matériaux, qui en rendent le recyclage très difficile. Bien que ces dosettes de café puissent poser de nombreux problèmes, elles restent très prisées dans le monde. À vrai dire, elles connaissent un grand succès aux États-Unis et en Europe, et représentent une part importante du marché mondial du café. Hambourg espère montrer l'exemple en sensibilisant les gens au gaspillage engendré par ces dosettes. Numéro 6. Le chewing-gum. Il est interdit à Singapour depuis 1992. L'interdiction a été mise en place pour empêcher les gens de coller leur chewing-gum dans toutes sortes d'endroits insolites, comme les portes du métro, les cylindres de serrure et les boutons d'ascenseur. Les dégradations observées dans les transports auront été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cette interdiction a été instaurée après plusieurs incidents graves liés au chewing-gum dans les trains du Mass Rapid Transit, MRT, à la fin des années 80. Quelques farceurs mal intentionnés ont perturbé le fonctionnement des trains MRT en collant du chewing-gum sur les capteurs de porte, causant ainsi des perturbations dans les services de train. Et voilà, le chewing-gum a été complètement interdit. Juste une précision. Oui, les gommes à mâcher sont parfois prescrites pour des raisons thérapeutiques ou dentaires. Et oui, elles sont toujours autorisées. De plus, ne vous méprenez pas sur cette interdiction. Il n'est pas illégal de mâcher du chewing-gum à Singapour. Donc, si vous y allez en tant que touriste, vous pouvez en apporter un peu pour votre usage personnel. Ne le collez juste pas sous le joli banc du parc, d'accord? Ce qui vous causera de gros ennuis. Cependant, c'est de vous adonner à la contrebande de chewing-gum. L'Islande est numéro 7 dans notre hit-parade des interdictions bizarres. En 1924, Reykjavik a décidé d'interdire les chiens pour empêcher la propagation d'un dangereux ténia. L'épidémie était sérieuse et causait toutes sortes de graves problèmes de santé. Mais ne vous inquiétez pas, les chiens sont de nouveau les bienvenus, tant qu'ils respectent les règles. De nos jours, à Reykjavik, les chats sont au cœur de la vie quotidienne. Ils se promènent partout dans les rues, comme s'ils possédaient l'endroit. Il est impossible de faire 2 pas sans croiser un petit matou en quête d'attention. Les chats de Reykjavik sont si populaires qu'ils ont même leur propre page Facebook. Les habitants les adorent, et certains gardent aussi même des friandises sur eux, juste au cas où. Et comme il y a peu de menaces pour les chats en Islande, rien ne les empêche de prospérer. Numéro 8. Les Philippines. Celle-ci est vraiment bizarre. Chanter My Way dans les bars à karaoké est en quelque sorte interdit dans ce pays. Cette chanson, apparemment inoffensive, a engendré par le passé des conséquences assez graves, comme des bagarres et même des décès prématurés. Personne ne connaît le nombre exact de cas mortels causés par cette chanson. Mais on a dénombré plusieurs incidents au cours des 10 dernières années. Les paroles de la chanson, un tant soit peu prétentieuses, semblent énerver les Philippins lorsqu'elles sont mal interprétées. Cela a conduit certains karaokés à bannir officieusement cette chanson, afin d'éviter tout débordement. Numéro 9. Avez-vous déjà entendu parler de la loi Metabo au Japon?
Il s'agit de mesurer le tour de taille des gens pour lutter contre l'obésité. Introduite en 2008, l'objectif était que les entreprises et les pouvoirs publics atteignent des objectifs spécifiques, sous peine de sanctions financières. Le ministère de la Santé espérait que cette initiative aiderait à prévenir diverses maladies. Ainsi, chaque année, les personnes âgées de 40 à 75 ans devaient faire mesurer leur tour de taille. Les employeurs et les autorités locales devaient s'assurer qu'au moins 65% des gens y participent. Le but visé était de réduire les taux d'obésité au Japon de 25% d'ici 2015. En cas d'échec, des amendes étaient de même prévues. Le résultat ? En 2024, seuls 4,5% des Japonais auraient encore des problèmes de poids. Numéro 10. Nous revoici au Canada. Si vous voyez quelqu'un compter des centimes à la caisse, vous pouvez vous amuser un peu à ses dépens. Légalement, bien entendu. Selon la loi sur la monnaie canadienne, il y a une limite au nombre de centimes qu'on peut utiliser dans une transaction. 25 pour être précis. Donc, si quelqu'un essaie d'utiliser 26 pièces ou plus, vous pouvez jouer les justiciers et refuser la transaction. Confisquer leurs centimes en guise de preuve. Tant qu'à faire. Numéro 11. En France, contrairement à nos voisins d'outre-Atlantique, les condiments dans les cantines scolaires sont strictement régulés afin de rendre les repas plus sains pour les élèves. La mayonnaise, le ketchup et la vinaigrette doivent être servis en quantité limitée et toujours en fonction du plat. L'Italie, enfin. À Rome, il est interdit de garder ses poissons rouges dans un vieux bocal en verre traditionnel, car cela est considéré comme cruel en raison du manque d'oxygène. De plus, les garder trop longtemps dans un tel bol est susceptible de les rendre aveugles. La loi interdit également de donner des poissons rouges en guise de prix dans les fêtes foraines. Ainsi, si vous prévoyez de ramener un poisson rouge de Rome, assurez-vous de disposer d'un aquarium adéquat. Et merci pour votre attention. À la prochaine fois. Autrefois, il y avait des dinosaures en Mongolie. Aujourd'hui, il y a autant de chevaux que d'habitants, et 10 fois plus de moutons. C'est le pays le plus vide du monde. La capitale a été déplacée 28 fois, et ils ont même leurs propres Jeux olympiques. La Mongolie est située ici, sur le plateau d'Asie centrale, juste au nord de la Chine. C'est le 19e pays du monde par sa superficie, mais il ne compte qu'un peu plus de 3 millions d'habitants. C'est comme si la population de Los Angeles avait un pays entier, à elle seule. Si l'on ne compte pas le Groenland, la Mongolie est le pays où la densité de la population est la plus faible. Il n'y a que 2 habitants pour 1,3 km/h, contre 37 pour les États-Unis. Enfin, si l'on ne compte que les humains. La Mongolie possède beaucoup de bétail, environ 67 millions de têtes, soit 20 fois plus que le nombre d'habitants. La moitié de ces animaux sont des moutons. Pourtant, de tous les animaux du pays, le plus prestigieux est le cheval. Un dicton traditionnel dit « Un Mongol sans cheval est comme un oiseau sans ailes », et ça explique beaucoup de choses. Une personne qui possède de nombreux chevaux est considérée comme riche. Mais n'allez pas imaginer d'immenses fermes avec de grandes écuries remplies d'étalons. En Mongolie, posséder des écuries est assez exceptionnel. Les chevaux vivent en plein air tout au long de l'année. L'entretien d'un cheval ne coûte pratiquement rien, car les chevaux vivent en liberté et trouvent de même leur nourriture eux-mêmes. La nature du pays leur en fournit suffisamment. Les hivers sont rudes, car tout est recouvert de neige. Mais les chevaux savent distinguer l'herbe de la neige. Ils sont affaiblis une fois le printemps venu, en raison du manque de nourriture. Mais ils se rétablissent très vite après la fin de l'hiver. Une famille peut avoir un cheval sacré dans son troupeau. Il porte une écharpe bleue autour du cou et n'est presque jamais monté. Les habitants aiment leurs chevaux, et cette affection particulière remonte à plusieurs siècles. Il existe de nombreuses chansons, histoires, mythes et œuvres d'art mettant en scène des chevaux. Dans la langue mongole, il existe environ 500 mots pour décrire leurs caractéristiques, et plus de 200 mots pour décrire la couleur et le dessin de leurs robes. Les chevaux ont également une signification spirituelle. On pense que leurs esprits peuvent aider leurs propriétaires, et qu'ils les emmèneront un jour au paradis, ce qui explique qu'ils soient bien souvent sacrifiés après un décès dans une famille. Outre les animaux domestiques, le pays abrite des espèces menacées. Et puis, il y a longtemps, les dinosaures parcouraient le pays. C'est là qu'a été découvert le premier œuf de dinosaure. Aujourd'hui, les dinosaures ont bien sûr disparu, mais il y a des panthères des neiges en Mongolie, et elles sont également rares. Si vous vous rendez un jour dans ce pays, soyez prudents. Ces félins sont si silencieux que vous ne les entendrez pas s'approcher de vous. Ils ne font aucun bruit en marchant.
Mais revenons à la géographie. Le climat de la Mongolie peut être rude et imprévisible. En une seule journée, la température peut varier de 18 degrés Celsius. Le pays n'a pas accès à de grandes étendues d'eau. C'est pourquoi il est très sec et qu'il n'y pleut que rarement. Au sud de la Mongolie se trouve une partie de l'un des déserts les plus froids de la planète, le désert de Gobi. 5% du désert seulement est recouvert de sable, le reste n'étant que roches brutes. On y trouve des rivières, de petits lacs et des prairies. Mais aussi de l'or, du charbon et du cuivre. Ce n'est donc pas un désert très typique. Les nuages de pluie n'atteignent pas cette région en raison de la chaîne de l'Himalaya qui lui fait de l'ombre. Et le désert s'étend chaque année, à cause du changement climatique bien sûr, mais aussi à cause de la déforestation et des changements dans l'utilisation des terres. Tout le pays est donc assez sec, avec peu de précipitations, et c'est pourquoi les habitants n'ont pas peur du désert. Oui, le désert est peuplé. Il y a des gens qui y vivent. Ce sont des nomades qui s'occupent de l'élevage du bétail. Les nomades sont des personnes qui n'ont pas de domicile fixe. Ils voyagent avec leurs animaux d'un endroit à l'autre en suivant les saisons. Lorsqu'ils s'installent quelque part, ils montent des tentes, appelées yurts. En Mongolie, ces habitations existent depuis des milliers d'années. Et il est étonnant de constater que certaines personnes continuent de les utiliser. Le squelette d'une yourte est constitué de poteaux, qui sont ensuite recouverts de couches de feutre et de tissus imperméables. Les Mongols sont une nation très accueillante dans l'ensemble, mais les nomades le sont encore plus. Ils ne reçoivent pas souvent de visites, mais sont toujours prêts à accueillir quelqu'un pour lui faire goûter le lait de jument traditionnel. Ils n'ont même pas de cloches à l'entrée de leurs yurts. Les visiteurs peuvent entrer sans prévenir. Bien sûr, des gens vivent aussi dans les villes et les villages et ont des maisons fixes. Ils constituent en fait la majorité, environ les 3/4 de la population. La plus grande ville du pays est la capitale, Ulaanbaatar. Près de la moitié de la population du pays y est concentrée. Bien qu'il s'agisse de la capitale la plus froide du monde. La température moyenne annuelle y est de 0 degrés Celsius. La température moyenne à Washington, par exemple, est de 16 degrés et de 6 degrés à Ottawa. Lorsque la ville a été fondée au XVIIe siècle, elle était située à environ 290 km au sud-ouest de son emplacement actuel. Elle a ensuite été déplacée un peu plus de 28 fois. Pourquoi ? Autrefois, la plupart des habitants étaient des nomades, et la capitale était donc elle aussi mobile. En fonction des saisons, des pâturages, des réserves d'eau et de bien d'autres facteurs, elle se déplaçait avec ses habitants. Aujourd'hui, la ville est grande et sédentaire. Peut-être ne sera-t-elle plus jamais déplacée, mais qui sait ? Je sais, je ne vous ai pas encore parlé des Jeux Olympiques de Mongolie. L'événement s'appelle le Naadam. Il s'agit d'un festival annuel organisé au milieu de l'été et auquel la plupart des Mongols assistent. Sous une forme ou une autre, ce festival existe depuis des siècles. Dans le pays, on appelle ce festival les 3 Jeux virils. Et les participants s'affrontent dans 3 disciplines traditionnellement considérées comme particulièrement masculines. Quels sont donc ces 3 jeux ? Il s'agit de la lutte mongole, des courses de chevaux et du tir à l'arc. À l'origine, seuls les hommes s'affrontaient, mais depuis peu, les femmes participent au tir à l'arc et aux courses de chevaux. La lutte mongole, d'origine folklorique, existe depuis des milliers d'années. On peut en voir des représentations sur de nombreuses plaques anciennes trouvées dans la région. Aujourd'hui, c'est le sport le plus populaire du pays, et la Mongolie accueille également de nombreux tournois internationaux. La lutte tient donc une place importante dans le festival, et c'est par elle qu'on commence. Les règles sont très simples. Celui qui touche le sol avec autre chose qu'un pied perd immédiatement. Il n'y a pas de catégorie de poids, pas de limite d'âge ni de temps. Il faut le temps qu'il faut pour gagner. Mais l'élégance est de mise. La courtoisie est très importante dans un match. Par exemple, si les vêtements de l'adversaire s'en mêlent, l'autre est censé s'arrêter et l'aider à résoudre le problème, même si cela signifie manquer une bonne occasion de gagner. À la fin du match, lorsque l'un des participants est vaincu, le vainqueur lui donne la main et l'aide à se relever. Le match commence avec 512 ou 1024 participants qui luttent par paire. Chaque perdant est éliminé. Le jeu se poursuit pendant 9 ou 10 rounds, en fonction du nombre initial de participants, jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur. Ensuite, il y a les courses de chevaux. Il s'agit d'une épreuve de longue distance à travers le pays, entre 16 et 27 km selon l'âge du cheval. Jusqu'à 1 millier de chevaux venus de toute la Mongolie peuvent participer à la compétition. Au tir à l'arc,
Les participants s'affrontent par équipe de 10. Chaque archer porte des vêtements traditionnels et dispose de 4 flèches qu'il doit décocher dans un mur de cylindres de bois ou de tissu. Si vous faites tomber un de ces cylindres, vous obtenez des points. L'équipe qui obtient le plus de points remporte le tournoi. Tout a commencé avec le Home Insurance Building bâti en 1885 à Chicago. Ce n'était qu'un bâtiment de 10 étages, mais c'était une véritable révolution pour l'époque. Et ce fut le début de l'ère des gratte-ciel. Il a été construit selon une méthode novatrice. Le bâtiment possédait un squelette intérieur en acier, ce qui permettait d'avoir des murs plus fins et une structure plus haute que jamais. Il sera resté debout jusqu'en 1931, date à laquelle on l'a démoli pour construire la Bank of America, qui existe encore aujourd'hui. C'est au cours de la même année que la construction de l'Empire State Building de New York a été achevée. L'Empire State est aussi haut que 10 Home Insurance Buildings superposés. C'est dire les progrès réalisés par l'humanité en matière de construction en seulement 46 ans. L'Empire State est devenue la plus haute construction du monde et aura conservé ce statut pendant 39 ans. Aujourd'hui, un peu plus d'un demi-siècle plus tard, l'Empire State Building n'est plus classé que 53e sur la liste des plus hautes constructions. L'humanité s'est élevée bien plus haut que ça. Le plus haut bâtiment du monde est aujourd'hui le Burj Khalifa, situé à Dubaï, dans les Émirats arabes unis. Il mesure 828 mètres de haut, soit plus de 2 Empire State Buildings empilés l'un sur l'autre. Bien que les gratte-ciel aient vu le jour aux États-Unis, ils sont devenus extrêmement populaires en Asie. Pour donner un ordre d'idée, environ 80% des gratte-ciel existants actuellement dans le monde se trouvent en Asie. Au total, le continent compte plus de 7500 gratte-ciel. Et le pays qui en compte le plus est la Chine, avec près de 3000. Pourquoi les Chinois aiment-ils tant les gratte-ciel ? Parce que l'Asie est la région la plus peuplée du monde et que son économie est en pleine expansion. La construction de gratte-ciel semble donc la solution idéale pour accueillir le plus grand nombre de gens possible dans ces villes. Mais à côté de la Chine, il y a aussi l'Inde, qui a une population presque équivalente. Pourtant, elle compte 10 fois moins de gratte-ciel, soit à peine plus de 200. La plupart d'entre eux étant situés à Bombay. Alors pourquoi l'Inde ne construit-elle pas de gratte-ciel si c'est un si bon moyen de loger les gens ? Il s'avère que le pays réglemente strictement la construction, en invoquant des raisons de sécurité et de salubrité publique. Il existe une théorie urbaine assez répandue, selon laquelle ces immenses structures, qui accueillent un grand nombre de personnes, entraînent une plus grande densité de population, un plus grand anonymat et par là même une insécurité grandissante. L'Inde tente donc d'éviter cela en construisant bas. Le problème est que lorsqu'une ville ne peut pas accueillir tous ceux qui veulent y vivre, les agglomérations commencent à s'étendre horizontalement. De plus, les terrains et les logements sont très chers en raison de leur rareté, de sorte que très peu de gens peuvent se les offrir. Ainsi, l'Inde a récemment commencé à assouplir ses restrictions et autorise désormais peu à peu la construction de bâtiments un peu plus hauts. 34 gratte-ciel sont actuellement en construction. Sais-tu quelle autre région du monde refuse également de construire des gratte-ciel ? L'Europe. À elle seule, la ville de New York compte plus de gratte-ciel que toute l'Europe réunie. Celle-ci ne compte que 250 gratte-ciel, et la moitié d'entre eux sont répartis dans seulement 3 villes. L'Europe a une toute autre raison de résister à ces grands immeubles. L'histoire des gratte-ciel remonte à un peu plus de 100 ans, dans les États-Unis au début du XXe siècle. Il s'agit bien sûr d'un pays assez jeune et des villes y sont encore construites à partir de zéro. Il y a beaucoup de terrain disponible. À l'époque de la construction des États-Unis, de nombreuses villes européennes existaient déjà depuis des dizaines de siècles. Il n'y a plus beaucoup d'espace pour y construire, et personne n'a envie de démolir le Colisée pour y installer un gratte-ciel de luxe. Il n'y a pas non plus de raison pratique de changer les choses. La force motrice des gratte-ciel asiatiques et américains est une population urbaine en plein essor. Par ailleurs, les Européens sont très attachés à la ligne d'horizon historique de leur cité. L'histoire nous ramène à Bruxelles, la capitale de la Belgique, qui a même donné naissance au terme « bruxellisation ».
Dans les années 1960, il n'y avait pas de réglementation en matière de zonage et certains bâtiments de Bruxelles ont été abattus pour faire place à des immeubles plus modernes, afin de développer les quartiers d'affaires. Des constructions incontrôlées ont vu le jour et des immeubles modernes ont été construits dans des endroits complètement aléatoires de la ville. Ils ne présentaient aucune valeur culturelle ou historique et ne s'intégraient pas du tout à l'architecture de Bruxelles, dont ils gâchaient le paysage. De nombreux architectes et citoyens ont protesté et de nouvelles lois ont été introduites, limitant la démolition des bâtiments d'importance historique et réglementant la construction. D'autres pays européens ont tiré les leçons des erreurs commises par la Belgique. De par l'Europe, les populations n'aiment toujours guère ces structures modernes. De nombreuses villes ont donc adopté des règlements de zonage et il n'est pas si facile d'ériger un gratte-ciel en verre sur le continent européen. Cependant, les villes dotées de vastes centres financiers comme Londres, Francfort ou Istanbul ont besoin d'espaces commerciaux. Ainsi, dans certaines villes, on trouve plusieurs gratte-ciels en dehors des centres historiques, formant des quartiers de gratte-ciel à part. Rome, la capitale de l'Italie et l'une des plus anciennes cités au monde, a complètement rejeté les gratte-ciels, affirmant qu'aucun d'entre eux n'y verrait jamais le jour. Par ailleurs, as-tu remarqué que la plupart des gratte-ciels étaient faits de verre? Il s'avère que ce choix n'est pas dû au hasard, et qu'il y a plusieurs raisons de privilégier le verre dans la construction des gratte-ciels. La première est que celui-ci peut être pressé dans toutes les formes possibles. Ainsi, le gratte-ciel n'a plus à être une simple tour verticale ennuyeuse comme on l'a connu auparavant, laissant place à toutes ces conceptions fantaisistes que l'on trouve aujourd'hui dans le monde entier. La seconde raison est que le verre est un matériau très fin. Les murs sont donc moins épais et les étages plus grands, ce qui offre plus d'espace intérieur, contrairement à ce que l'on observait avec l'avènement du Home Insurance Building. Le verre est également très léger et permet de construire très haut. Comme il est évidemment transparent, il réduit le besoin d'éclairage électrique à l'intérieur du bâtiment, ce qui le rend plus rentable. De plus, le verre résiste à la température et donc à la plupart des intempéries. Enfin, il est tout simplement chic, moderne et élégant. En théorie, les gratte-ciels maximisent l'espace urbain, accueillent plus de monde et réduisent la consommation d'énergie. Dans la pratique, tout s'avère un peu moins efficace. Les gratte-ciels nécessitent plus d'espace entre eux que les constructions plus basses, ce qui signifie déjà que l'on monopolise plus de terrain constructible que prévu. De plus, environ 40% de la surface au sol d'un gratte-ciel n'est pas occupée, car elle est allouée aux cages d'ascenseurs et aux issues de secours. Chaque étage supplémentaire soustrait un peu plus de surface au sol que le précédent. Quant à l'énergie, les gratte-ciels en nécessitent toujours beaucoup, pour être chauffés et ventilés, et il ne faut pas oublier l'énergie consommée par les ascenseurs. Bon, maintenant, voyons quels sont les pays qui comptent le plus grand nombre de gratte-ciels dans le monde. En voici le top 15, datant de septembre 2022. Alors, en 15e position, on trouve le Panama, avec 66 gratte-ciels. Le numéro 14, avec 67 gratte-ciels, est la Turquie. La 13e place revient à Singapour, avec 95 gratte-ciels. Vient ensuite l'Inde, avec 112 gratte-ciels. Un grand nombre d'entre eux ont été érigés ces dernières années, ce qui représente un grand bond en avant. Viennent ensuite les Philippines, avec 122 gratte-ciels. La Thaïlande ouvre le top 10 et en comporte 125. Le Canada la dépasse un peu, avec 126 gratte-ciels. La 8e place revient à l'Indonésie, qui en compte 129. L'Australie, qui en a 141, occupe la 7e place. Nous passons maintenant à 266, soit près du double, et il s'agit de la Malaisie. Le Japon la devance d'à peine 5 bâtiments et ouvre ainsi le top 5. La 4e place revient sans surprise à un autre pays d'Asie, la Corée du Sud, avec 276 gratte-ciels. Les Émirats Arabes Unis accèdent au top 3, avec leurs 314 tours. Si tu as été attentif au début de cette vidéo, tu connais sûrement déjà les deux pays qui possèdent le plus grand nombre de gratte-ciel. Et oui, la seconde place revient au lieu de naissance des buildings, les États-Unis d'Amérique, qui en ont 859. C'est un écart impressionnant avec la 3e place, mais il y a plus balèze encore. Avec 2976 gratte-ciel, la première place revient à la Chine. 9 pays parmi les 15 premiers sont asiatiques. 3 pays sont américains, un pays du Moyen-Orient, un pays d'Europe
et un pays d'Océanie. Vous avez certainement entendu parler du tristement célèbre triangle des Bermudes. Et si je vous disais qu'il existe un autre triangle qui, s'il est moins connu, n'en est que plus inquiétant? Le triangle de Bridgewater, situé dans le Massachusetts, est un petit mais intense foyer d'activité paranormale. C'est en 1983 que le cryptozoologue Loren Coleman a baptisé cette zone de 520 km², délimitée par les sinistres villes d'Abington, de Rehoboth et de Freetown. À l'intérieur de ces frontières se trouvent d'autres villes, dont Bridgewater, d'où elle tire son nom. Pour ceux qui ont le courage de la visiter, il existe même un guide détaillant ses sites les plus effrayants. Vous pouvez commencer votre voyage par la King Philip's Cave, ou grotte du roi Philippe à Norton. La légende veut que le chef des Wampanoag, Metacomet, y ait séjourné pendant sa rébellion contre les Britanniques au XVIe siècle. Aujourd'hui, certains jurent y avoir vu des lumières spectrales accompagnées de coups de tambour fantômes. Mais si la chasse aux fantômes n'est pas votre truc, pourquoi ne pas aller jeter un œil au marais de Okomock, situé au cœur de ce même triangle? On prétend avoir tout vu autour de ce lac, du Bigfoot aux oiseaux et serpents les plus gigantesques. D'étranges rumeurs concernant des feux et lumières fantômes vous donneront également froid dans le dos. Un vrai festival du paranormal. Et si vous préférez les histoires terrifiantes de la vie réelle, c'est à la Solitude Stone de Bridgewater qu'il vous faut faire un saut. Nichée au bord de la rivière Nunkatesset, cette pierre est porteuse d'une histoire captivante qui remonte aux années 1800. Un pasteur a jadis gravé un mystérieux poème sur cette pierre, et au fil des ans, elle est devenue un lieu de prédilection pour les chasseurs de fantômes et les passionnés d'histoire. Situé en Australie, le Monte Cristo Homestead ressemble de l'extérieur à une jolie maison, mais les apparences peuvent être trompeuses. Derrière ces portes se cache une histoire sinistre qui lui a valu la réputation d'être la maison la plus hantée du continent. À l'origine, elle appartenait à Christopher Crowley, qui avait fait fortune dans l'hôtellerie à Junee. De sombres événements se sont produits entre les murs de la propriété de Monte Cristo. La famille Crowley résidait dans ce manoir de style victorien perché au sommet d'une colline surplombant la ville. La tragédie commence avec la mort de Christopher en 1910, puis celle de sa femme Elizabeth en 1933. Après le départ de la famille, en 1948, la maison s'est délabrée et a été abandonnée. Plus tard, c'est la famille Ryan qui acheta la propriété et s'employa à la restaurer. Mais ils découvrirent bientôt qu'ils n'étaient pas seuls. D'étranges phénomènes se produisaient, la visite d'animaux au comportement inhabituel, l'apparition de lumières mystérieuses et de silhouettes fantomatiques, ce qui amena les Ryan à se dire que la maison était hantée. Selon la légende, au moins 10 esprits errent dans les couloirs de Monte Cristo. Vous avez l'embarras du choix. Un jeune enfant qu'une infirmière a laissé tomber dans les escaliers, une servante ayant dégringolé d'un balcon ou un garçon d'écurie décédé tragiquement dans un incendie. L'esprit le plus actif est le fils du gardien, qu'on a découvert à côté de sa mère décédée et qui était resté enchaîné pendant 4 décennies. Aujourd'hui, la maison a été transformée en chambre d'hôte. On peut y dîner et y faire une visite guidée pour découvrir tous les détails de sa sombre histoire. Les plus courageux ont la possibilité de passer la nuit dans l'étrange demeure. Située dans la ville pittoresque de San Francisville, près de la Nouvelle-Orléans, Myrtle's Plantation est une demeure historique dotée d'une véranda de 38 mètres et d'un grand hall orné d'un magnifique lustre en cristal français. Ce manoir a lui aussi un passé sombre, 10 personnes ayant perdu la vie entre ses murs. Et de nombreuses personnes ont déclaré y avoir vu des fantômes, dont celui d'une certaine Chloé, qui apparaît aux visiteurs coiffée d'un turban vert. D'autres fantômes ont été signalés. Une jeune fille qui regarde par la fenêtre, un enfant qui saute sur les lits, un soldat, une prêtresse vaudou et le fantôme d'un des anciens propriétaires. Malgré sa réputation de maison la plus hantée d'Amérique, Myrtle's Plantation, tout comme la demeure de Monte Cristo, est aujourd'hui un charmant établissement proposant 21 chambres d'hôtes. Les visiteurs peuvent participer à des visites guidées pendant la journée ou opter pour des visites nocturnes, plus populaires. Frisson garanti. En outre, un restaurant propose aux clients de la propriété de délicieux mets cuisinés à partir de produits locaux. Construit en 1824, l'opéra en forme de fer à cheval de style italien de San Juan, à Porto Rico, est un élément important du paysage culturel de la ville depuis plus d'1 siècle.
malgré les rumeurs de phénomènes paranormaux qui y circulent. Le Teatro Tapia est un lieu incontournable en raison de la beauté de son architecture. Selon la légende, le théâtre serait hanté par 2 fantômes. Une femme en robe rouge qui apparaît dans la loge 105 avant de disparaître, et une actrice tragiquement décédée sur scène au XVIIIe siècle, et qui se produit régulièrement devant un public invisible avant de se volatiliser. On dit que son fantôme erre partout dans le théâtre, qu'elle chante et fait claquer les portes en coulisses. Bien que ces rumeurs ne puissent être confirmées, les 200 ans d'histoire du théâtre laissent décidément songeur. Le château de Bonne-Espérance est le plus ancien bâtiment d'Afrique du Sud. Il a été construit entre 1666 et 1679 par des soldats, des marins et d'autres personnes. L'objectif principal était de protéger les personnes qui y vivaient, mais il donne aujourd'hui la chair de poule à tous ceux qui le visitent. Vous vous dites sans doute que les gens ont beaucoup trop d'imagination et qu'il n'y a rien de paranormal dans cet endroit. Mais écoutez un peu. De nombreuses personnes ont affirmé avoir entendu des voix et des pas dans le donjon. En outre, on dit que sa cloche sonne de temps en temps. Mais comme le clocher a été maçonné il y a plusieurs siècles, ce n'est pas possible. Une légende explique cependant cet étrange phénomène. On dit qu'un soldat y aurait trouvé une fin tragique et que c'est son fantôme qui agite la cloche. Mais attendez, il y a plus. Le fantôme d'un grand chien noir, un grand homme lumineux qui saute des murs, et même une dame du XVIIIe siècle qui continue d'accueillir ses invités pour le thé. Le château est aujourd'hui un musée militaire et un lieu de cérémonie traditionnelle. L'endroit regorge de secrets plus étranges les uns que les autres. Surnommé le géant de la Loire, ce château français est très impressionnant. Il compte 7 étages, 204 pièces, de nombreuses galeries de portraits et même sa propre salle d'opéra pouvant accueillir 200 personnes. Conçu au XIe siècle comme une forteresse, il a accueilli au fil des siècles les visiteurs les plus illustres. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Apparemment, l'endroit serait hanté par la Dame Verte. Selon la rumeur, elle était la fille du roi Charles VII, et son histoire s'est terminée tragiquement au XVe siècle, lorsque son mari l'a assassinée pour avoir été infidèle. Les gens affirment avoir vu son fantôme dans la tour de la chapelle, vêtu de sa robe verte habituelle, les yeux caves et sans nez. Certains prétendent même l'avoir entendu gémir dans le château. Aujourd'hui, ce lieu a été transformé en un hôtel de luxe qui organise des événements sympas, des marchés, par exemple. Mais si vous êtes assez courageux pour aller y passer une nuit, sachez que les chambres y sont des plus somptueuses. Pénétrons à présent dans l'ancien Ram Inn, un lieu où les ténèbres vous guettent à chaque coin et où les esprits du passé ne se reposent jamais. Des chuchotements se font entendre dans ces couloirs, accompagnés de bruits de pas. Certains ont même senti des doigts glacés effleurer leur peau. Les ombres dansent à la lumière vacillante des bougies, projetant des formes inquiétantes sur les murs ornés des symboles d'une époque oubliée. À mesure que vous vous enfoncez dans cette auberge, la température baisse, et aucun manteau, aussi épais soit-il, ne peut vous réchauffer. Les fantômes qui errent dans ces couloirs sont, selon la légende, des âmes perdues en quête de vengeance ou simplement incapables de passer dans le monde d'après. Dans la salle de l'évêque, la plus hantée de toutes, l'énergie est littéralement suffocante. C'est comme si les murs eux-mêmes se refermaient sur vous. Mais malgré la tension oppressante qui règne dans l'auberge, les visiteurs continuent d'affluer comme des papillons de nuit attirés par une flamme. Ils recherchent le frisson d'une rencontre avec l'inconnu et l'excitation liée à la présence, toute proche, du surnaturel. Avant que quelqu'un ne se marie en Inde, il subit généralement une enquête minutieuse, parfois sans même s'en rendre compte. Il existe des agences de détectives prématrimoniaux qui proposent leurs services d'enquêteurs privés. Il y a aussi des inspecteurs de crachats. Ces personnes, appelées aussi détecteurs de nuisances, attrapent et verbalisent ceux qui jettent des déchets ou crachent en public. Un autre métier que tu ne rencontreras probablement pas ailleurs est celui de nettoyeur d'oreilles. La procédure pour enlever le cérumen nécessite des instruments traditionnels. Ils n'utilisent pas de coton-tige comme nous en avons l'habitude. Leurs instruments sont une aiguille en acier, un peu de coton et une pince.
Le nettoyeur d'oreilles enroule un peu de coton autour de l'aiguille pour qu'elle ressemble à un coton-tige, et les clients se laissent ainsi nettoyer les oreilles. Les nettoyeurs d'oreilles se trouvent généralement quelque part dans le centre-ville, autour des monuments ou sur les marchés. Cette profession est rare et quelque peu exotique dans l'Inde d'aujourd'hui, mais elle était autrefois assez courante. Dans ce pays, ton rêve d'être payé pour descendre un toboggan aquatique peut devenir réalité. La profession s'appelle testeur de toboggan, et ces personnes doivent contrôler si les installations sont à la fois sûres et amusantes. Habituellement, ces personnes travaillent dans différents hôtels et passent la plupart de leur temps dans les avions, voyageant d'un complexe touristique à un autre. Il existe un village où les habitants n'ont pas de serrure sur les portes. Pas une seule maison n'en a, même pas les toilettes publiques qui ont seulement un rideau. Cela peut sembler un peu imprudent, mais en fait, c'est l'un des endroits les plus sûrs qui existent. Les habitants appuient simplement un bâton de bois contre la porte pour empêcher les chiens errants d'entrer dans leur maison. Le seul poste de police n'y a ouvert qu'en 2015 et n'a pas enregistré une seule plainte à ce jour. Même la banque locale n'a pas de serrure. C'est officiellement la seule banque au monde qui ne soit jamais fermée. Quand les habitants doivent s'absenter, ils ne demandent pas à leurs voisins de s'occuper de leur maison et ils n'ont pas peur d'y laisser des objets de valeur, de l'argent et des bijoux sans les cacher. Les plats végétariens sont très populaires en Inde. Entre 15 et 30% de la population du pays est végétarienne. Certaines personnes ont tendance à ne manger que du poisson et à ne jamais manger d'animaux terrestres. De nombreuses grandes chaînes alimentaires, connues pour leurs plats à base de viande, proposent même un tout nouveau menu végétarien pour l'Inde. Les couverts ne sont pas vraiment nécessaires pour de nombreux plats traditionnels indiens. On dit même que le fameux curry a meilleur goût s'il est mangé avec les doigts. À toi de voir si tu manges tes doigts séparément. On trouve une grande variété de plats traditionnels loufoques, mais il y en a un qui s'appelle Pan Piyut. Il est à base de pommes de terre qui sont assez courantes dans la cuisine indienne. La partie exotique, c'est que ces pommes de terre sont en fait très vieilles. Elles sont même moisies, et on y ajoute tout un tas d'épices traditionnelles. Ce n'est toutefois qu'un plat d'accompagnement, donc tu devras choisir le plat principal. Les samosas sont un autre plat traditionnel indien à base de pommes de terre. Elles sont frites et ressemblent à des boulettes. Et elles sont à la fois un accompagnement et un plat principal. Si tu aimes le sucre, n'oublie pas de remercier les Indiens. Il y a environ 2500 ans, il y a été extrait et raffiné pour la première fois. Puis, les Chinois ont repris la technique et elle s'est ensuite répandue dans le monde entier. Un autre produit essentiel que nous devons aux Indiens, c'est le shampoing. La toute première version a été faite à partir d'herbes séchées, de quelques extraits de plantes et d'eau. Les baies et les noix du savonnier indien étaient très répandus à ce moment. Or, ces composants convenaient parfaitement à la formule du shampoing. C'est probablement grâce au shampoing que la plupart des Indiens ont des cheveux absolument magnifiques et des coiffures toujours impeccables. D'ailleurs, en Inde, il est possible de se faire couper les cheveux avec du feu, mais ce n'est pas très répandu. Il paraît qu'un seul coiffeur le fait. D'abord, il saupoudre les cheveux d'une poudre inflammable, puis il y met littéralement le feu. Pendant que les cheveux brûlent, le coiffeur crée la forme adéquate à l'aide de 2 peignes. Il explique que le feu aide à fixer les cheveux correctement. Il affirme aussi avoir au moins 15 clients par jour qui viennent se faire couper les cheveux. Si tu aimes les festivités, l'Inde est la destination pour toi. Les Indiens ont environ 1000 festivals et événements divers. Parfois, les gens célèbrent même la première coupe de cheveux ou, qui sait, la première brûlure de cheveux. Toutes ces fêtes locales valent vraiment la peine d'être vues. Holi est la fête des couleurs et les gens considèrent qu'elle marque le début du printemps. Elle commence à la fin du mois de février et se termine en mars. On y pratique, entre autres, le fameux lancer de poudre. Alors ne porte pas cette chemise blanche toute neuve ce jour-là. Diwali est la célébration des Lumières et elle dure 5 jours. Les gens s'offrent des cadeaux, généralement des bonbons, et allument des milliers de bougies et de lampes à huile. Aucun autre pays au monde n'a autant de célébrations. L'Inde détient aussi de nombreux records du monde. Le plus grand cadran solaire du monde est situé dans la ville de Jaipur. C'est une tour de 27 mètres de haut. Elle est faite de pierre polie et est un véritable chef-d'œuvre architectural. L'ombre de ce cadran solaire se déplace d'environ 6 cm par minute. Tu peux donc y observer le temps qui passe, littéralement. Les Indiens détiennent aussi le record des ongles les plus longs. Selon le livre Guinness des records, les ongles les plus longs appartenaient à un Indien. Ils étaient presque aussi longs qu'un bus londonien.
Il les a coupés en 2018, mais avant cela, la longueur totale de tous ses ongles atteignait 9 mètres. L'Inde détient aussi le record du nombre de films produits par an. En 2018, 1813 nouveaux films ont été tournés en Inde. Si tu voulais voir tous les films produits dans le pays en 2018, en regardant un par jour, tu n'aurais pas encore fini aujourd'hui. L'île de North Sentinel, qui appartient à l'Inde, est probablement l'endroit le plus isolé du monde, puisque personne ne peut la visiter. Les étrangers n'y sont pas les bienvenus. Les locaux sont assez introvertis et refusent toujours tout contact de l'extérieur. Aucun bateau n'est autorisé à s'approcher à moins de 5000 marins et des unités spéciales patrouillent dans la zone. C'est l'un des rares endroits au monde qui n'ait pas encore été touché par la civilisation moderne. Récemment, l'île a été ouverte aux chercheurs, mais les touristes ne peuvent toujours pas la visiter. Il y a plusieurs années, 2 grenouilles ont été mariées dans une ville côtière appelée Udupi. Cela a été fait pour encourager la pluie alors qu'il faisait une température de 49 degrés Celsius. Les 2 animaux avaient des tenues uniques pour cette occasion, et la mariée avait même une bague à l'orteil. Les 2 grenouilles ont été envoyées en lune de miel à Manapala et y ont été relâchées. Malheureusement, chacune a dû suivre son propre chemin quelques mois plus tard, car les locaux souhaitaient arrêter la pluie torrentielle qui avait commencé peu après leur mariage. En Inde, il n'y a pas 4, mais 6 saisons. Selon le calendrier du nord, de l'ouest et du centre de l'Inde, le printemps indien se situe en mars et en avril. Vient ensuite l'été, aussi appelé saison chaude. Il commence en mai et se termine en juin. C'est aussi l'une des saisons pour les mariages. Ensuite vient la mousson, ou saison des pluies, qui commence après le solstice d'été, généralement en juillet, et dure tout le mois d'août. Puis vient l'automne, qui s'étend de la fin septembre à la mi-novembre. Après l'automne, il y a une saison pré-hivernale ou simplement une saison fraîche. Le véritable hiver, ou saison froide, commence en janvier et se prolonge jusqu'en février. En fait, il y a beaucoup d'autres calendriers en Inde, mais tous ont 6 saisons avec de légères différences. La statue de l'Unité est 2 fois plus haute que la statue de la Liberté, atteignant 182 mètres. Elle a été ouverte au public il y a seulement 2 ans environ, en 2018. La statue se compose de 5 parties, mais seules 3 d'entre elles sont accessibles aux visiteurs. La première partie commence à la base de la statue et se termine au tibia. Cette zone a 3 niveaux et comprend la zone d'exposition, un jardin et un musée. La deuxième partie monte jusqu'aux cuisses de la statue. La troisième a une plateforme d'observation située à une hauteur de 152 mètres. La 4e partie est la zone de maintenance et les visiteurs ne peuvent pas s'y rendre. Enfin, la 5e partie comprend les épaules et la tête. Dans les 11 premiers jours après son ouverture, presque 130 000 touristes sont venus voir cette statue colossale, soit plus que la population de la ville de Tours. Dans l'État indien de Meghalaya, il existe des ponts qui sont entièrement créés à partir de racines d'arbres vivantes. Les ponts sont constitués de racines épaisses et enchevêtrées qui sont suffisamment solides pour soutenir le poids de plus de 50 personnes à la fois. Les tribus Kazi et Jaintia sont passés maîtres dans l'art de faire pousser ces ponts insensés. Leurs membres en ont besoin pour traverser facilement les cours d'eau. Certains de ces ponts de racines ont plus de 180 ans. Pour les fabriquer, les membres des tribus prennent soin des racines jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment longues pour atteindre la rive opposée. Faire pousser un pont peut prendre jusqu'à 10 à 15 ans. Au cours de ce processus, les racines s'entrelacent étroitement les unes avec les autres. C'est ainsi que les ponts deviennent si solides. Certains d'entre eux font plus de 30 mètres de long. Et une fois qu'un pont est complètement développé, il peut durer plus de 500 ans. Alors que certaines racines se décomposent, de nouvelles poussent continuellement. C'est pourquoi ces constructions naturelles durent si longtemps. Les visiteurs du parc national américain de la Vallée de la Mort ont été déconcertés et un peu effrayés lorsqu'ils ont trouvé ces rochers très inhabituels. Ils semblaient se déplacer tout seuls sur le sable. De nombreux rochers laissent des traces révélatrices dans leur sillage et les scientifiques en sont déconcertés. Certains de ces rochers pèsent plus de 300 kg et se sont déjà déplacés de près de 300 mètres. Il existe de nombreuses théories pour expliquer ce phénomène, mais la plus probable stipule que les pierres se déplacent à cause de ce qu'on appelle une poussée de glace. En hiver, certaines parties de la vallée se remplissent d'eau, et les rochers au fond sont recouverts de glace.
Et comme la glace peut monter au sommet des liquides comme des glaçons dans un soda, les rochers se soulèvent légèrement du sol. Ils raclent alors le fond boueux du lit du lac. Quand l'été arrive, l'eau s'évapore et la glace fond. Il ne reste plus que les rochers et leurs mystérieuses traces. Les volcans ne peuvent pas seulement projeter de la lave brûlante, mais aussi lancer des éclairs. Lorsqu'ils entrent en éruption rapidement, les cendres, la poussière, les roches, la lave et les gaz sont tous libérés à une vitesse phénoménale. Cela crée une telle friction que de l'électricité statique s'accumule et jaillit sous forme d'éclairs. Il existe aussi des tornades de feu. Elles se forment lorsque des vents puissants frappent un feu déjà existant et l'entraînent vers le haut en une colonne terrifiante. Les États-Unis observent l'une de ces effrayantes tornades au moins une fois par an. Certaines d'entre elles peuvent atteindre des hauteurs de plus de 305 mètres. Un des phénomènes naturels les plus beaux et les plus rares qui soient est l'arc-en-ciel lunaire. Et oui, c'est exactement ce que son nom indique. Un arc-en-ciel autour de la Lune. Mais pour que cet arc-en-ciel lunaire apparaisse, des conditions très précises doivent être réunies. La Lune doit être basse dans le ciel doit être sombre et des gouttelettes d'eau doivent être en suspension dans l'air dans la direction opposée à celle de la Lune. Cela aidera aussi si la Lune brille comme un diamant. Les arcs-en-ciel lunaires se produisent lorsque la lumière de la Lune se reflète sur des gouttelettes d'eau en suspension. La lumière frappe alors les gouttelettes à un angle qui modifie sa direction. Il existe des plages à l'eau rougeoyante qui semblent sortir tout droit d'une autre planète. Ces endroits incroyables se trouvent dans le monde entier, des Maldives à Porto Rico. Cette lueur mystérieuse est causée par de minuscules algues marines qui vivent sous la surface de l'eau. Elles émettent une lumière vive lorsque les vagues et les courants les déplacent. Et les eaux côtières se mettent à briller en bleu, vert ou rouge chaque fois que les minuscules algues sont agitées. Prends un vol au-dessus des forêts émeraudes de l'Australie occidentale et tu seras surpris de trouver une série de lacs roses chewing-gum. Si tu parviens à t'aventurer jusqu'à ces lacs, tu vas te régaler. Leurs eaux sont totalement sûres pour la baignade. Non seulement cela fait une photo parfaite, mais cette eau a aussi une salinité incroyablement élevée. Cela signifie que tu pourras flotter à sa surface. Les lacs sont entourés par le bleu profond de l'océan austral. Certains lacs ont cette couleur caractéristique car ils sont remplis d'algues qui ont des niveaux élevés d'un pigment rouge-orange. D'autres contiennent probablement de minuscules micro-organismes appelés Aloarchaca. Ils ont l'air rouges ou roses quand il y en a une accumulation au même endroit. Certaines personnes pensent que les lacs ont cette teinte parce qu'ils sont pleins de crevettes roses vifs. Les piliers lumineux sont des faisceaux de lumière colorée qui jaillissent de la Terre vers le ciel ou qui brillent depuis les nuages. Habituellement, ils ne se produisent que par temps froid, car ils se forment lorsque la lumière du soleil se reflète sur des cristaux de glace flottant dans l'air. Plus les cristaux sont hauts dans l'air, plus ces piliers lumineux et colorés deviennent grands. Ils sont plus fréquents au lever et au coucher du soleil. Dans le monde entier, il existe des grottes cachées remplies de lumière rougeoyante. Cette lumière provient de centaines de vers luisants qui ont élu domicile dans les grottes. Certaines de ces grottes ont plus de 30 millions d'années et la plupart d'entre elles se trouvent en Nouvelle-Zélande et en Australie. Les vers eux-mêmes ne brillent pas vraiment, mais leurs larves forment des brins de soie faites de mucus. Ces brins forment des filets qui peuvent illuminer toute la grotte. Leur but est d'attirer des mouches et d'autres insectes savoureux dont les vers luisants se délectent. Les arbres arc-en-ciel sont tout à fait réels. Originaires des Philippines et d'Indonésie, ces merveilles colorées sont appelées eucalyptus arc-en-ciel ou gomme arc-en-ciel. Les teintes sont créées par le contraste des couleurs de l'ancienne et de la nouvelle écorce. Lorsque les fines couches superficielles d'écorce s'écaillent, elles révèlent des écorces plus récentes aux couleurs plus vives. L'écorce la plus neuve est verte, puis elle passe au violet, puis au rouge et enfin au brun. Ce phénomène est dû au fait que les arbres contiennent une substance appelée chlorophylle, qui rend l'écorce verte. À mesure que chaque bande d'écorce vieillit, elle perd de la chlorophylle et change lentement de couleur. Dans le désert, tu peux trouver des roses magnifiques et uniques, entièrement faites de cristaux. Elles se forment lorsque des particules de sable sont piégées et tassées pendant la pluie. Le passage rapide entre les conditions humides et sèches forme les cristaux. Ces derniers, à leur tour, composent une série circulaire de plaques plates. Cela leur donne l'apparence de pétales de rose complexes et tout le processus de leur production est à 100% naturel. La prochaine fois que tu te baignes dans l'océan, fais attention aux trombes marines. Ce sont des tornades d'eau. Aux États-Unis, ce phénomène météorologique incroyable est plus fréquent dans les Florides Keys et le golfe du Mexique. Elles se forment souvent pendant les tempêtes, mais peuvent aussi se développer sur des eaux complètement calmes. Les trombes marines apparaissent lorsque deux rafales de vent soufflant dans des directions différentes se heurtent.
La collision conduit l'air à se déplacer vers le haut tout en entraînant l'eau avec lui. Regarde ça, on dirait une forêt pleine d'arbres, n'est-ce pas? En réalité, il s'agit d'un seul arbre géant. C'est le peuplier faux-tremble nommé Pando dans l'Utah. Sous la terre se trouve un réseau caché de racines qui relie les 47 000 arbres entre eux. Techniquement, cela fait des peupliers un seul arbre massif. Personne ne sait quel âge est le bosquet de Pando. Certains affirment le chiffre de 80 000 ans. D'autres soutiennent qu'on est plus proche d'1 million d'années. Caché dans le nord de l'État de New York, il y a le feu mystérieux qui ne s'éteint jamais. Ce qui est encore plus étrange, c'est que le feu est dissimulé derrière une cascade. La flamme fait environ 20 cm de haut et reste allumée grâce à un suintement de gaz naturel derrière la cascade. Les rochers autour de la cascade abritent la flamme, ce qui lui permet de ne jamais s'éteindre. Pense aux animaux qui grimpent aux arbres. Il y a les singes, les mignons petits paresseux, les koalas et surtout les chèvres. Quoi ? Les chèvres marocaines ont appris à grimper aux arbres pour pouvoir atteindre leurs encas préférés, les savoureux fruits d'argan. Et les agriculteurs adorent ça aussi. Une fois mangées par les chèvres, les noix d'argan passent dans leur tube digestif et les éleveurs les récoltent. Ces noix sont vraiment utiles. Lorsqu'elles sont grillées, broyées, écrasées ou pressées à froid, elles se transforment en huile d'argan. Celle-ci fait des merveilles pour les cheveux et peut être extrêmement chère. Pas étonnant que les éleveurs soient si satisfaits de leurs chèvres acrobates. Bonjour à tous. Petite question. Quelle est la capitale du Japon? Si vous avez répondu Tokyo, vous avez vu juste. Tokyo est l'une des villes les plus modernes et les plus colorées du Japon. Mais pendant plus de 1000 ans, c'est Kyoto qui a occupé cette place. Oui, je sais, les noms se ressemblent. Mais alors que Tokyo est le centre futuriste du Japon, Kyoto est l'une des villes les plus traditionnelles et historiques du Japon. Elle s'est considérée comme la capitale culturelle du pays. Nous allons jouer au jeu des différences. Voici 2 photos. La première est de Tokyo et la seconde de Kyoto. Pouvez-vous dire quelle est la principale différence entre les deux? Attendez encore une seconde. Voici 2 autres photos. La première vient d'Asakusa, un quartier de Tokyo, et la seconde de Kyoto. Quelle est, selon vous, la principale différence? Vous avez sans doute deviné où je veux en venir. Si ce n'est pas le cas, je vous explique. La principale différence, ce sont les couleurs. Si vous avez déjà eu l'occasion de voyager un peu, vous avez probablement remarqué que les villes ont des préférences en matière de couleurs. Par exemple, Rome est terracotta et Paris varie entre les tons gris et sépia. En regardant ces images, on peut voir que Tokyo est lumineuse, électrique et semble même un peu chaotique. Kyoto est monochrome et donne une impression de calme et de sérénité. Il est fascinant de découvrir qu'en fait, cette distinction entre les 2 villes est liée à une loi sur les paysages. En 2007, Kyoto a adopté une loi interdisant les panneaux de signalisation colorés. Cette loi visait également à normaliser l'ensemble des constructions afin de donner à la ville un aspect plus homogène. Kyoto ayant été la capitale du Japon pendant une longue période, elle a été construite selon l'architecture et les principes traditionnels du feng shui. C'est pourquoi de nombreux bâtiments ont cette forme asiatique traditionnelle. Par exemple, ces plafonds incurvés, comme dans le film Mulan. Bien sûr, ce style est très éloigné de ce que font les architectes modernes aujourd'hui. Si vous regardez Tokyo, vous verrez des gratte-ciel en verre plutôt que ces vieux bâtiments. Mais tout cela fait partie d'un plan plus vaste, qui a pour origine les recommandations pour l'aménagement du paysage de Miyako. Le principal argument de la municipalité pour faire passer cette loi était que Kyoto était en train de perdre son paysage unique en raison de la modernisation du Japon. Si Kyoto suivait les traces de Tokyo et construisait d'immenses gratte-ciel, ses habitants ne seraient plus en mesure d'admirer les 3 montagnes qui entourent la ville. Et soyons honnêtes, ce serait bien dommage. De plus, il est agréable de pouvoir visiter différentes villes du Japon et de constater qu'elles sont uniques sans leur genre. Si la loi sur les paysages s'appliquait à l'ensemble du Japon, nous ne pourrions pas voir des merveilles architecturales telles que le Tokyo Skytree ou l'immeuble à la flamme d'or d'Asahi. Jetez un coup d'œil au quartier d'Akihabara à Tokyo. C'est l'un des quartiers les plus modernes du Japon. Il regorge de technologies de pointe à chaque coin de rue. Et oui, il y a aussi des panneaux partout. Si on compare tout ça avec le Kyoto post-nouvelle loi,
La première chose qui saute aux yeux, c'est l'affichage sur les toits. De plus, les feux clignotants et les feux mobiles y sont désormais interdits. Ce Starbucks de Kyoto illustre également mon propos. Si vous vous promeniez dans les rues bucoliques de Kyoto à la recherche d'un endroit où déguster un cappuccino, vous passeriez complètement à côté de ce café. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que le logo traditionnel de Starbucks a été conçu pour attirer l'attention avec cette créature couronnée qui ressemble à une sirène, soutenue par un fond très vert. Dans d'autres endroits du Japon, il a gardé cet aspect. Mais à Kyoto, la marque s'est surpassée pour respecter les nouvelles directives et a produit ce magnifique logo en bois, ainsi qu'une petite plaque indiquant que ce bâtiment propose des cafés au lait. Eh oui! Il existe de nombreux exemples de ce type. À Kyoto, le 7-Eleven n'a plus ses traditionnelles bandes rouges, oranges et vertes. Son logo est désormais en noir et blanc. Vous vous dites peut-être que c'est ennuyeux, mais je pense que nous sommes d'accord sur le fait qu'il est parfait dans cet environnement. Il existe de nombreux exemples de ce type. À Kyoto, le 7-Eleven n'a plus ses traditionnelles bandes rouges, oranges et vertes. Son logo est désormais en noir et blanc. Vous vous dites peut-être que c'est ennuyeux, mais je pense que nous sommes d'accord sur le fait qu'il est parfait dans cet environnement. En ce qui concerne la palette de couleurs autorisée, la loi utilise le système de couleurs Munsell pour déterminer les niveaux acceptables. En général, les versions atténuées des couleurs fortes, comme le rouge, le noir, le vert, etc., sont acceptées. Mais imaginez s'ils adoptaient une palette à la Wes Anderson. On aurait l'impression d'être dans une ville jouet. Dans un premier temps, les vendeurs et les commerçants ont été troublés par la nouvelle loi. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils devaient changer leur image de marque au nom d'une certaine esthétique que la ville essayait de préserver. Mais avec le temps, non seulement ils ont accepté la loi, mais ils en ont vu les avantages pour le succès de leur marque. Vous voyez, cela a contribué à faire de Kyoto une attraction touristique encore plus importante. Les touristes ont l'impression de voyager dans le temps, en quelque sorte. Certains touristes aiment même s'habiller en kimono traditionnel et se promener comme des geishas. La municipalité a également mis en place un système de prix pour récompenser les magasins et les marques qui ont bien fait leur travail. Par exemple, le Starbucks camouflé a été récompensé en 2018, tout comme Sagawa, une importante société de livraison japonaise, en 2012. Les magasins ne sont pas les seuls à devoir s'adapter aux nouvelles directives. Les distributeurs automatiques et les bureaux de poste, notamment, ont dû être adaptés. Là encore, l'idée est de rendre la ville plus cohérente sur le plan visuel. Et ça marche. Que se passe-t-il si vous ne respectez pas les règles ? Les personnes qui choisissent d'ignorer la loi sur le paysage peuvent passer jusqu'à 1 an en prison ou payer une énorme amende. Nous pouvons également comparer les différences à l'intérieur même de Kyoto. Dans le centre-ville, la loi sur le paysage est moins stricte. Vous trouverez donc des bâtiments plus hauts et des panneaux plus grands et plus colorés. En revanche, lorsque vous quittez le centre et que vous vous dirigez vers les petites localités de campagne, la loi est nettement plus rigide. Elle est particulièrement stricte autour des sites classés au patrimoine de l'UNESCO. Au cas où vous ne le sauriez pas, il y a 17 sites du patrimoine à Kyoto. Oui, c'est beaucoup. Mais c'est ce qui rend Kyoto si unique. Bienvenue dans le quartier de Pontocho. Ce quartier est un bon exemple de la façon dont la loi sur le paysage a changé la physionomie de la ville au fil des ans. Pontocho est une jolie ruelle de Kyoto qui s'étend sur plusieurs pâtés de maisons. Si vous comparez cette image de 2009 avec celle-ci qui date de 2023, vous constaterez de nettes différences. Tout d'abord, l'énorme panneau à l'entrée de la ruelle a disparu. Il en va de même pour les fils qui pendent du haut des boutiques. Le trottoir a été refait et les grandes enseignes ont disparu. C'est beaucoup plus propre. La nuit, la ruelle s'est transformée en un lieu idéal pour les repas d'ambiance, la législation ayant aussi décidé de régir le type d'éclairage autorisé dans le quartier. Voici à quoi elle ressemble la nuit. Ça vous donne envie d'aller manger des sushis ? Je ne peux m'empêcher de penser que cette loi sur le paysage a beaucoup contribué à l'architecture minimaliste du Japon. Bien que des images comme celle-ci, à Tokyo, soient loin de l'idée que nous nous faisons de cette esthétique minimaliste, Kyoto s'inscrit parfaitement dans cette optique. Et si nous jetions un coup d'œil à l'intérieur de l'un de ces établissements ? Le Starbucks dont nous avons parlé plus haut a également investi dans la transformation de sa déco intérieure. C'est le premier Starbucks où vous pouvez boire du thé sur un sol en tatami. Vous pouvez vous asseoir les jambes croisées, comme le font de nombreux Japonais, et déguster une délicieuse boisson chaude.
Je dois dire que j'aime beaucoup le nouveau Kyoto. Qu'en pensez-vous?